Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous joindre ce matin pour ce webinaire sur les crises, une opportunité pour innover. Je suis Gisela Sanchez, chef du projet chez Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité, la finance digitale en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Bremy, consultante en management de l'innovation chez EMI, et Sylvain Poisson, directeur du département de stratégie et management de l'innovation chez EMI également, et partenaire du Finance Innovation. En 2020, nous avons tous fait face à un contexte très particulier, lequel on continue à vivre aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le sujet de ce webinaire est très intéressant pour les entreprises. Dans quelques instants, nos deux invités vont nous présenter déjà ce que nous entendons par crise, comment les entreprises peuvent trouver une opportunité pour innover et quelles stratégies mettre en œuvre. Avant de laisser la parole à Sophie et Sylvain, je rappelle à tous les participants que vous avez à votre disposition un chat pour poser vos questions. On a prévu quelques minutes, quelques instants à la fin du webinaire, à la fin de la présentation, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et les partager avec nous. Mais enfin, si vous souhaitez revoir la vidéo, je vous rappelle, sachez qu'à la fin de ce webinaire, on aura la rediffusion et aussi, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Du coup, Anne-Sophie et Sylvain, je vous laisse la parole maintenant. Super. Merci. Bonjour à tous. Merci Gisela pour cette introduction. Et puis, merci à tous d'être présents à nos côtés pour ce webinaire. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et puis, hop, je vois que j'ai un problème d'affichage. Désolée. Voilà, nous sommes ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui et puis de vous parler des stratégies d'innovation en temps de crise. Donc, comme l'a dit Gisela, on va aborder les 3 points suivants. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, dans le contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous vivons depuis presque 1 an maintenant, c'est vrai que ça traite pas mal au sujet du jour. Cependant, des crises, il y en a eu et il y en aura de tout temps. C'est pour ça qu'on pense qu'il est intéressant de comprendre leurs effets, notamment sur les entreprises, et de profiter peut-être des remises en question qu'apportent ces crises pour identifier des leviers d'action et s'adapter pour essayer d'aller au-delà de la survie. Donc, en fait, à l'issue de ce webinaire, nous, ce que nous souhaitons vous avoir transmis, c'est peut-être un message un peu positif, on l'espère, pour se dire oui, il est possible d'aller de l'avant. Vous dire aussi que quel que soit votre rôle au sein de votre entreprise, vous pouvez favoriser l'innovation. Et puis, enfin, qu'il existe des stratégies qui sont adaptées à votre entreprise et qui peuvent être mises en place. Alors, je poursuis. Pardon. C'est le temps que la prochaine slide charge. Voilà. Donc, avant d'entrer sur le vif du sujet, on va se mettre d'accord sur le périmètre de ce webinaire et aussi sur le sens des mots que nous allons utiliser. Donc, effectivement, on parle de stratégie d'innovation en temps de crise. Donc, le cadre, c'est celui des entreprises. Et on a d'une part dans le terme innovation, où c'est un mot qui est souvent utilisé avec pas mal de définitions. Celle qu'on a choisi de retenir, c'est un mélange du manuel d'Osno et d'AFNOR. Donc, l'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit, service, procédé répondant à des attentes et qui génère une valorisation sur le plan économique, environnemental ou encore sociétal. Ensuite, on a le terme de stratégie d'innovation. C'est la ligne directrice en lien avec la vision d'entreprise qui permet d'orienter les décisions sur comment est-ce qu'on va mobiliser, utiliser les ressources et aussi vers quelle cible on s'oriente. Et puis enfin, il y a le terme de crise qui, lui, mérite d'être illustré. Donc, en fait, on s'est dit que pour être un peu plus clair, ça pourrait être intéressant d'établir la distinction entre catastrophe d'une part et crise de l'autre. Et donc, si on se base sur les termes étymologiques, on a d'une part la catastrophe, donc catastrophie en grec, qui associe les termes de bouleversement et de fin, et qui désigne en fait les effets dommageables d'un phénomène qui intervient de manière brutale, durable ou intense. Et donc là, l'exemple que vous avez à gauche, c'est en fait en Allemagne, entre 1922 et 1923. On voit une dame qui est en train de simplement brûler les marques allemandes parce qu'en fait, ils ne valent plus rien. À l'époque, il fallait une boîte de billets pour aller acheter une baguette de pain. Et en fait, c'est une situation qui a eu lieu suite à la Première Guerre mondiale. Et en fait, la population qui voit sa situation se dégrader fortement,
elle commence à remettre en question, les milieux politiques. Et donc, c'est ainsi que ce sous-jacent-là conduit vers la crise, parce qu'en fait, beaucoup de personnes se tournent vers les partis extrémistes. Et c'est ainsi qu'arrive la catastrophe avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, dans ces situations-là, après la catastrophe, il faut repartir de zéro. Et d'autre part, on a les crises. Donc, le terme étymologique, grec, c'est crisis. Et ça associe, en fait, d'une part, le jugement et aussi la décision. Et en fait, ça sous-entend la nécessité de discerner, de faire un choix. Donc là, on a l'illustration avec la crise des subprimes. On voit qu'il y a eu un effet en cascade qui est arrivé jusqu'à l'échelle mondiale. Alors effectivement, pour les organismes de crédit qui ont fait faillite, la situation peut être considérée comme une catastrophe. Mais par contre, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est en fait une crise qui a nécessité des changements, le fait de repenser la manière de faire. Et donc, en fait, dans le cas d'une catastrophe, on se situe a posteriori de l'événement, avec la seule possibilité de constater en fait ce qui s'est passé et donc de reconstruire. Et dans le cas d'une crise, on est dans le présent, on a la capacité de s'adapter, d'agir. Et donc, Sylvain va nous expliquer comment ces deux concepts s'appliquent aux entreprises. Yes, merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Alors, ce qui est important de voir, c'est que derrière, il peut y avoir des catastrophes pour les entreprises. Et on a un bon exemple avec Enron qui, suite à des malversations comptables en 2001, est en 3 mois liquidé et disparaît totalement du paysage, entraînant dans sa chute quelques mois plus tard Anderson qui se trouve dépouillé. Et on retrouve aujourd'hui, notamment chez EY ou dans d'autres grandes boutiques de conseil, d'Accenture, les bouts étant à la découpe, cette entreprise avait cautionné les déboires d'Enron et les malversations d'Enron. Exemple aussi en 2001, c'est un exemple sur un État, ce n'est pas forcément sur une entreprise, mais ça peut être le cas pour une entreprise, on le verra après. Le défaut de la dette argentine fait que depuis 20 ans, ce pays est dans un marasme, il n'arrive pas à relever la tête. C'est une catastrophe pour les Argentins. Et puis l'exemple suivant que tout le monde connaît bien, c'est pas passé loin. En 2008, la Société Générale avait 30 milliards d'euros d'exposition sur les marchés. L'irresponsabilité du trader incriminé a fait que on n'est pas passé loin de la disparition pure et simple de la Société Générale. À l'inverse, les crises, et comme on le mettait sur le slide d'avant, les crises sont, on va dire, souvent en rapport avec un sous-jacent dans le domaine de la finance. C'est les deux exemples du haut. J'aurais pu mettre la crise des tulipes dans le XVIIe siècle en Hollande, où il fallait une maison pour payer un bulle de tulipes avant que la bulle éclate, et plusieurs années de salaire d'un cadre, ce qui était un cadre à l'époque. Là, je vous ai mis la scène du bossu, qui est le sous-jacent incriminé. C'est l'État a placé auprès des grands publics, par appel public à l'épargne, ce qui était l'équivalent à l'époque, les bons de compagnies de commerce outre-mer. Ça, c'est mal fini, comme on le voit dans le film avec Daniel Auteuil et Marie Gillin, etc. On connaît ce problème de sous-jacent en 2001 avec la bulle de la première crise d'Internet, où en fait, c'était trop immature. La nouvelle économie n'a eu de succès que dans les années qui ont suivi. Et par contre, les cotations et la capitalisation des entreprises étaient complètement surévaluées. Et du coup, la bulle dégonflée. On a choisi de vous montrer deux autres exemples de crise qui étaient intéressants. La première, c'est pas le Covid 2019, c'est la crise des opioïdes, opiacés, aux États-Unis l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, où en fait toutes les labos pharma qui vendaient Vicodin notamment, sous le nom de Dr House, ont été incriminés et ont dû totalement se renouveler. L'exemple suivant étant bien français, et c'est la crise de la filière porc qui secoue l'actualité depuis quand même plusieurs années, qui est en voie de se résoudre en bonne partie, et qui est une crise qui fait que on a remis les choses en perspective, comme on le verra après. Alors du coup, si on veut, je veux bien que tu passes de... Voilà. Yes. Si on veut un peu plonger là-dedans, c'est de se dire quels sont les leviers, quels sont les facteurs qui viennent impacter l'entreprise. Il y a un premier facteur qui est endogène, c'est à l'intérieur de l'entreprise, et un deuxième facteur qui est exogène, qui est une externalité.
Donc, on ne maîtrise pas, ça vient de l'extérieur, vous pouvez le voir venir ou pas, mais en tous les cas, ça peut ou ça débouche sur une crise. Alors, grosso modo, ce qui est endogène, et on a choisi l'exemple du LCL qui a quand même bien empoisonné cette entreprise qui a pu être achetée par le Crédit Agricole et qui est devenue une espèce de presque low cost du Crédit Agricole. Ça va être les problèmes techniques qu'il va y avoir. Alors, ce n'est pas le cas du LCL, hein. Ça peut être une machine qui casse, ça peut être un vice de conception, un vice de forme, un bug. On l'a vu aussi dans le cas du jeu Cyberpunk il y a quelques semaines. Le jeu est tellement buggé qu'on est obligé de le retirer. Ça peut être les Boeing aussi, on en reparlera. Ça peut être aussi des ressources humaines qui ne sont pas alignées, des profils qui occupent des postes où l'organisation managériale font qu'il y a des écarts, des biais dans l'organisation. Du coup, c'est à l'intérieur de l'entreprise ne fonctionne pas comme ça doit faire. Et puis, ça peut être aussi une inadéquation entre directement l'organisation de production de l'entreprise et on pense notamment à toute la réorganisation que les entreprises doivent gérer quand, du coup, leur manière de livrer le produit final, que ce soit par le physique, le digital, n'est plus en adéquation avec ce qui est attendu. C'est pas que le cas. Ce qui est exogène, alors c'est ce qu'on met d'abord ce à quoi on pense d'abord quand il s'agit de crise. En fait, c'est tous les télescopages du marché avec les externalités, qui sont en général négatives. On a toutes les problématiques d'usage, on a toutes les problématiques de besoin de consommer plus sain, plus propre, plus local, qui peuvent venir de l'extérieur. Par exemple, toutes les entreprises agroalimentaires aujourd'hui sont impactées par l'arrivée du Nutri-Score et de tous les autres éléments qui viennent qualifier le produit comme étant bon, sain, bio, etc. Du coup, ces consommateurs pèsent sur les entreprises, mais les normes peuvent poser aussi, on pense dans la finance, BAL, Solvency, etc. Et puis, on peut être menacé par un nouvel entrant et qu'à un terme plus ou moins long, que les banques pure player digitales, type N26 ou autres, viennent menacer le précaré des banques historiques présentes sur la place. Donc, ces mouvements dans l'élasticité des tendances génèrent différentes crises. Et quand les deux arrivent en même temps, et ben là, c'est souvent là qu'on voit la catastrophe. Alors, on a choisi de mettre un exemple qui ne soit pas financier, puisque comme on le disait, la finance est souvent sur un sous-jacent ou un asset complémentaire. La crise du lait est quelque chose de très important parce que ça va du champ à l'assiette. Donc, ce n'est pas uniquement la transformation, mais les exploitations et les bêtes présentes sur les exploitations, la transformation du lait en fromage, en lait, en briques, puis en d'autres choses, les industriels, etc., tout ça n'était plus aligné. Le marché n'était plus aligné parce qu'il n'attendait pas, en termes de prix, en termes de qualité, en termes de volume, ce qui était prévu. Et du coup, il y a eu une crise qui a duré quand même depuis quelques années et qui est en voie de se résorber. Alors, si on regarde de manière un peu technique, quand l'entreprise est soumise à une crise sur un levier endogène ou un levier exogène, normalement, on arrive à bien s'en sortir. Alors, on a pris 2 exemples financiers et 2 exemples non financiers. On peut, en mode gestion de crise, s'en sortir tout à fait bien au prix de pertes financières. On perd des plumes, on perd du temps par rapport à la concurrence. Et comme on voit, HSBC a été quand même bien secoué par l'affaire des fraudes. Je me souviens de l'article qui disait HSBC, machine à fraude, ou industrialise la fraude fiscale. Enfin, il n'y avait pas que HSBC, hein. Il y avait Crédit Suisse, il y en avait, voilà. En faisant un peu de ménage dans l'organigramme, en passant en provision des montants pour les futures amendes, en faisant un amende honorable, et puis en changeant un peu d'axe de communication, HSBC a survécu. En France, c'est un peu compliqué, mais dans d'autres pays, il n'y a pas de souci. La Société Générale, on l'a vu, avec l'affaire du Rock Trader dont on parlait, il n'y a pas de... La Société Générale existe encore aujourd'hui, passe les stress tests, et puis du coup, la communication en mode gestion de crise, le fait de déboucler ses positions, d'accepter de prendre ses pertes, a fait que la banque survit au prix de baisses d'actions, etc. On a un cas aussi qui est relativement simple, qui va être beaucoup plus connu, c'est tout ce qui va être
l'impact un aspect endogène de mauvaises réflexions et de mauvais process et de mauvaise industrialisation fait que, par exemple, on retrouve des bouts de verre dans des compotes pour bébés. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est la même chose, c'est qu'il y a une dérive, il y a un ingénieur qui ne fait pas son boulot, il y a une équipe qui ne fait pas son boulot, et du coup, on arrive à devoir, en mode gestion de crise, retirer les morceaux incriminés, etc. C'est la même chose que ce qu'a vécu Boeing. En fait, il y a eu une dérive institutionnelle dans l'entreprise qui a fait que on a bypassé la normalisation, mis un logiciel dans un avion qui n'était pas conforme à ce qui était attendu, mal formé les pilotes, et puis malheureusement 2 crashs aériens, 2 ans de quasiment 2 ans au sol pour les 737 MAX, qui viennent de revoler dans les autres pays et reviennent en Europe la semaine prochaine, je crois. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de voir. Ça coûte très cher, c'est faire amende honorable, etc. Et puis ça peut être aussi, ce qui arrive souvent dans le luxe et dans les équipementiers sportifs, c'est on se rend compte qu'un sous-traitant, et là c'est endogène / exogène, mais avant tout endogène, c'est on a mal choisi le sous-traitant, et en fait le sous-traitant, par exemple, utilise des enfants pour faire des produits, des chaussures ou autre chose, des ballons de football, ou ne retraite pas les déchets comme il faut, et puis une association vient révéler ça au grand jour, et du coup, il faut lancer une communication de crise, il faut rompre le contrat avec le sous-traitant, mobiliser ses avocats, faire amende honorable, donner de l'argent aux associations qui viennent soigner ce problème-là, et puis on en sort avec une perte financière, une perte d'image, mais malgré tout, on survit. Alors, il y a des cas où, en fait, quand les deux forces jouent, là, on est vraiment dans la soumission à la crise, on subit la crise, et le premier impact, c'est si on ne meurt pas, c'est de toute façon, si on ne meurt pas immédiatement comme Enron, de toute façon, ça va révéler les fragilités de l'entreprise. Ça passe au révélateur, comme un révélateur photographique, les fragilités de l'entreprise. Les attentes qui étaient laissées en jachère, que ce soit de conformité, de RSE, de RH, financière et autres, sont cristallisées, et on le voit extrêmement nettement avec la crise du Covid en ce moment. Ce qui était green, ce qui était RSE, et ce qui se retrouve dans ce qu'on appelle le monde d'après, revient en haut de la pile. Avant, on le cachait, maintenant, c'est où on le washait, greenwashing, startup washing, etc. Maintenant, ça revient en haut de la pile, pour combien de temps, j'en sais rien, mais ça revient en haut de la pile. Et du coup, les entreprises, face à ça, en fait, elles ont 2 réactions. Quand on passe tout au révélateur, elles peuvent se dire, oula, autruche, j'ignore, ou je fais du greenwashing, machin, du à minima, je communique, je fais comme si c'était une crise un peu traditionnelle. Le problème de ces machins-là, c'est que on le fait une fois, on le fait 2 fois, on le fait 3 fois, mais au bout d'un moment, de toute façon, l'organisation, elle est tellement corrompue, au sens de la corruption, pas financière, mais de la corruption du corps, que du coup, il est pourri et va disparaître, lessivé par les crises. On parle quand même pas mal aujourd'hui de faillite à venir parce que les entreprises ne se sont pas transformées. Et puis, c'est ça qu'on voulait mettre en avant et partager avec vous, c'est qu'il y a une partie des entreprises qui se disent, en fait, la crise, c'est une formidable opportunité pour innover, parce que dos au mur, je dois me dépasser, je dois faire jouer toutes les forces que j'ai en interne et toutes les forces que je maîtrise en externe, et je dois me transformer, me réorganiser. Donc pour illustrer en fait les possibilités qu'ont les entreprises en termes de réaction, on s'est basé sur un outil qui existe depuis 1957, donc c'est la matrice d'Ansoff, et qui a su faire ses preuves pour expliquer les différentes stratégies d'entreprise. Et donc pour commencer par illustrer avec les cases du bas, on est en bas dans le cas de figure où on est face par exemple à un niveau de concurrence très fort. Il y a énormément de produits similaires qui sont proposés au même marché. Et donc, comment faire pour se distinguer? Donc là-dessus, on reste sur un marché existant et on reste avec des produits et des technologies existantes. Et en fait, on essaye d'avoir des personas forts, comme par exemple pour la MAF, ou encore Cerise de Groupama. Et on essaye de se démarquer en mettant de manière astucieuse et de manière marquante les produits et les services. On peut aussi avoir les cas des labels. Donc, comment avoir plus de visibilité en ayant une reconnaissance via les labels. Donc, c'est par exemple le cas pour les fonds d'investissement de droit français, le label ISR, donc pour l'investissement socialement responsable. Si on va sur la case juste à côté, donc en fait, on reste sur les mêmes marchés
mais on décide de se démarquer de la concurrence en proposant de nouveaux services et de nouvelles technologies. C'est par exemple le cas de Hello Bank. Donc, forcément, au niveau très concurrencé. Et au-delà de ça, il y a des usages qui évoluent. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, tout un segment du marché qui n'a plus la nécessité d'aller rencontrer son conseiller en banque dans l'agence, mais qui peut fonctionner complètement via chat, via des échanges virtuels. Et puis, on a aussi le cas de Lydia, où, en fait, avant, la problématique, c'était il fallait rentrer l'IBAN des personnes à qui on souhaitait faire un virement. Maintenant, ça se fait directement via téléphone. Et donc là, je laisse la parole à Sylvain pour les deux cas du dessus. Ouais, qui n'utilise pas Lydia parce qu'il est trop vieux. Mais merci Anne-Sophie. Donc, c'est vrai qu'on a mis des exemples qui ne sont pas forcément d'innovation en temps de crise, mais qui permettent d'illustrer la méthodologie. On reviendra après plus en détail sur la méthodologie. Ce qui est intéressant, je vais détailler les deux cas du haut, c'est que souvent, là, on a pris des exemples de grandes entreprises, mais ça peut être aussi une PME, et maîtrisent parfaitement certains produits ou certaines technologies. Et que, dans le cadre, par exemple, des banques et des assurances, elles maîtrisent parfaitement la gestion des risques pour les assurances, et pour les banques, elles maîtrisent parfaitement l'exposition au crédit et la notion de retour sur investissement. Et que quand elles ont fait le mouvement de lancer des gammes de leasing pour les voitures notamment, ou pour d'autres équipements, voire même de très gros équipements, en fait, elles ne font que réutiliser une compétence qu'elles avaient déjà acquise, une technologie qu'ils avaient déjà acquise. C'est le cas du CIC, quand il y a quelques années, ils nous bassinaient à la télévision avec leur pub, on se disait, mais qu'est-ce que vient faire la banque là-dedans? Moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le CIC, pour équiper les réseaux de ses agences bancaires, avait développé des savoir-faire technologiques et des savoir-faire techniques sur la connexion. Et puis, ils se sont dit, quelque part, on sait maîtriser la connexion de nos agences bancaires, mais on va bien savoir devenir opérateur de téléphonie, puisqu'on l'est déjà pour nous-mêmes. Et donc, du coup, ils ont un peu transformé ça, et ils ont repositionné ça en disant, on va vendre cet asset au grand public. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est tellement plus leur domaine d'activité stratégique qu'ils ont revendu cet asset à Bouygues Telecom l'année dernière. Alors, la case d'après, elle est en rouge pour une bonne raison. C'est aussi un peu ce qui nous a motivés à créer ce webinaire avec Anne-Sophie et nos collègues. C'est que aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous appellent et qui nous disent « Oui, je voudrais me diversifier en temps de crise. » Oula, diversifier en temps de crise, c'est bien, mais enfin, c'est juste ultra risqué. Si vous regardez le quadrant, c'est nouveaux produits sur un nouveau marché, une nouvelle technologie sur un nouveau marché. Donc, waouh. Ok, vous voulez prendre du risque aujourd'hui, je veux bien. En plus, Pôle Finance, on se souvient cours de finance, finance égale aversion au risque. Donc bon, on reviendra en détail, mais c'est pas forcément le premier mouvement à faire. De surcroît, dans le domaine de la finance, il est extrêmement rare que ce soit des grands acteurs qui créent de la diversification, sauf dans le cas où l'asset principal de l'entreprise disparaît. Par exemple, la Banque de Suez ou la Banque d'Indochine sont impactés par la décolonisation et la nationalisation du canal de Suez et du coup doivent réorienter leur activité dans l'eau, dans la banque pure et puis la banque d'affaires. Voilà, c'est quand même un peu rare. Et puis Bitcoin, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça repose sur rien, c'est dématérialisé, c'est dérégulé, c'est désintermédié, donc très compliqué. Et puis avec l'exemple de WeSeed, quand ils sont apparus dans les années 2000, le crowdfunding pour vendre des parts, puisqu'au début ils vendaient des parts de sociétés lors de levée de fonds de start-up depuis Toulouse en plus, et KissKissBankBank, qui étaient quand même des choses qui étaient relativement nouvelles. Et on voit KissKissBankBank d'ailleurs acheté par la Banque Postale, donc ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas pris le risque, mais ils n'ont pas attendu pour racheter, c'était assez rapide. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, on va vous détailler en fait chacun des cadrans en essayant de voir en termes d'entreprise quelles sont les méthodes qui sont intéressantes à considérer, les outils, et aussi en termes de posture, comment se positionner par rapport à tout ça. Donc, commençons par le plus simple, c'est rester sur le marché existant et avec des technologies, services, produits existants aussi, et donc en fait, habillons la mariée. Donc là-dessus, on a vu au niveau des exemples, peut-être le Strature par la MAF, Groupama, et puis peut-être les labels.
D'un point de vue méthode, en fait, ce qui est intéressant, c'est de considérer des études, des choses qui ont été faites en amont de la crise et de les projeter dans les nouvelles conditions. Et de voir en fait si ça permet de mieux répondre à certains besoins. Aussi de s'imprégner des tendances de fond, essayer de comprendre quelles sont les mouvances, les sous-jacents qui peuvent intervenir et en fait essayer de voir comment est-ce qu'on peut les segmenter pour répondre peut-être au plus juste. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de recouper les réflexions et les tendances qui sont identifiées en interne, parce que voilà, en interne, on connaît les clients, on arrive à comprendre un petit peu les différents sujets, mais aussi en se confrontant du coup à l'externe et de voir en fait qu'est-ce qui match entre les deux. Et puis après, effectivement, on peut penser par exemple dans le secteur de l'automobile, ça va être de redessiner un produit, une gamme, où par exemple on continue à utiliser le même châssis d'une voiture, mais on va l'adapter avec différentes options, donc pour différentes gammes. En termes de posture, ce qui est intéressant ici, c'est d'être plutôt arrangeant et de pouvoir être rapide, parce qu'en fait, si on se projette d'un point de vue fonds d'investissement, en fait, on se positionne en pré-IPO, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir de la maturité rapidement et en fait avoir un retour rapide pour un risque qui est maîtrisé. Et donc là-dessus, en termes d'outils, effectivement, ça va être tout ce qui est au niveau du marketing, de la veille, pour connaître en fait davantage les utilisateurs et puis ce qui se passe, les tendances, et puis aussi d'avoir des outils de focalisation pour savoir quelle est la priorité sur laquelle il faut aller en premier lieu. Yes, merci Anne-Sophie. J'ai vu qu'il y avait des concurrents, des exemples qu'on prend. Hein. Rassurez-vous, vous êtes dans le même panier. Du coup, en temps de crise, vous allez comme Cerise ou comme la MAF chercher à pouvoir aller cibler un persona particulier que vous maîtrisez parfaitement, de façon à lui sortir le fine-tuner sur mesure l'offre. Alors, quand on cherche à squatter un marché, on va vraiment réutiliser des choses qu'on a. Et c'est la première qualité de l'entrepreneur, c'est de savoir regarder ce qu'il a déjà. Okay, ce qu'il a déjà. En termes de technologie, en termes de produits, en termes d'avantages compétitifs, comment je vais pouvoir proposer ça et de surcroît rapidement, en temps de crise, à un nouveau marché. Comment je vais recombiner cet avantage technologique que j'ai à un marché. Logique d'entrepreneur, évidemment, et logique d'entrepreneur drivée par le marketing. Il faut vraiment prendre conscience que dans ce cas-là, c'est les ingénieurs ou la technique qui livrent leurs produits et leurs technologies au marketing afin de bien le positionner. Donc là-dessus, on va chercher à avoir de l'agilité, du prototypage rapide, de la co-construction en ciblant des segments précis, vraiment co-construire. Dans le cadre de la crise, c'est rapidement pouvoir, le plus rapidement possible, pouvoir se dire, tiens, cette technologie, on la rebascule sur quelqu'un. Au niveau d'un fonds d'investissement, on voit que la technologie est immature, donc on est vraiment dans une série B où la série B sert à consolider ce qu'on a déjà observé et du coup assez rapidement pouvoir générer du cash avec une vieille technologie sur un nouveau marché. Donc, passer encore. Ah, je m'entendais. Ouais. En fait, ici, on est dans le cas où on reste sur le marché existant, mais en fait, on lui propose de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont augmentés grâce à la technologie. Donc, c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec Hello Bank et avec Lydia. Et en fait, sur le plan des méthodes, il s'agit d'être bien en phase avec ce qui se passe et les besoins, en fait, du marché existant pour pouvoir créer un nouvel espace qui soit non concurrencé parce que, justement, il est différenciant grâce à la technologie. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler, dans certains cas, d'océan bleu. En termes d'outils, il y a pas mal de choses qui sont accessibles pour les entreprises et qui permettent d'éviter d'investir trop lourdement pour la réalisation d'un produit qui finalement ne colle pas avec les besoins du marché. Donc c'est par exemple faire du prototypage rapide, avoir toujours dans l'idée des itérations, donc avec du test and learn, considérer en fait tout ce qui peut se passer en termes de business model et puis bien sûr recroiser systématiquement avec le terrain. Et là-dessus, effectivement, un point qui est à ne pas négliger, c'est effectivement quelle est l'acceptation du prix, du modèle d'affaires par les utilisateurs. Et en termes de posture, ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas de considérer le mode Tiger Team. Donc les Tiger Team, c'est un petit peu comme Apollo 13. On réunit une équipe d'experts, de spécialistes qui va vraiment triturer la solution dans tous les sens
pour voir quelles sont les failles, comment améliorer, et en fait, imaginer toutes les possibilités qu'il va y avoir, toutes les choses auxquelles va confronter la solution, et donc pour pouvoir anticiper en fait sur le plan technique ces problématiques-là. En termes de philosophie, forcément la posture entrepreneuriale est toujours importante parce que justement elle permet d'avoir l'approche et le regard qui est nécessaire en fait sur ces projets-là. Et puis en fait il faut bien savoir que là ici c'est la techno qui guide. Et puis si on se positionne d'un point de vue fonds d'investissement, là en fait on est plutôt dans la série A, c'est-à-dire que le projet initial a fait ses preuves et maintenant on souhaite optimiser les leviers de traction, donc maximiser les chances de réussite du produit et puis en fait commencer à faire venir les clients cibles. Sylvain, je te laisse la parole pour le dernier. Je coupe mon micro parce que mon ordinateur chauffe énormément et j'ai l'impression que vous avez décollé. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, diversification au sens strict, c'est nouveaux produits sur un nouveau marché. C'est ce qu'il y a de plus risqué. Donc, en termes de fonds d'investissement, je pense que tout le monde va comprendre, vu le nombre de startups qu'il y a ou de collusions avec les startups, on est dans du seed, c'est-à-dire on paie pour voir. Vraiment, on paie pour voir. Entrepreneuriat à fond. En revanche, point extrêmement important, notamment pour les grands groupes, il faut qu'il y ait un objectif stratégique. Il faut que, si on veut se diversifier, comme on le voit avec, c'est-à-dire on va faire le WeSeed, on va faire, mais imaginons que ça n'existe pas, quand on est un grand groupe, quand on est une startup, on se dit je vais lancer un nouveau produit sur un nouveau marché, ayons quand même une stratégie. Je sais bien que ce n'est pas à la mode, je suis désolé, mais quand même avoir une stratégie parce que sinon on va dans le mur, surtout pour un grand groupe, on va dans le mur. Il faut que cette diversification obéisse à un objectif corporate l'un dans l'autre, même si l'objectif corporate est de se diversifier. Okay. Il faut vraiment être entrepreneur, et notamment pour les auditeurs qui sont dans des grands groupes, les programmes d'entrepreneuriat étaient faits pour ça il y a quelques temps, aujourd'hui un peu moins. Donc il y a des assets qui existent dans les grands groupes. Et la méthode qu'on propose, c'est la méthode du Skunk Project, du projet Putois. Le projet Putois, ça fait appel encore une fois à l'histoire. Tout n'a pas commencé avec les startups en innovation, rassurez-vous. Il se trouve que dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont appris avec surprise que les Allemands faisaient voler des avions à réaction. Et ils n'avaient pas la queue du bout du départ d'une solution, ni technique, ni des domaines de vol, ce qu'on considérait par le marché, de l'usage de l'appareil en lui-même, comment on doit l'utiliser. Et du coup, ils ont dû mettre dans une usine désaffectée une équipe, pas une Tiger Team qui est très restreinte, une équipe assez importante d'ingénieurs, de scientifiques, de façon à créer de toutes pièces l'avion et la doctrine d'usage. Okay, donc les deux ensemble, et ce qu'ils ont proposé après à voler pendant de nombreuses années après la guerre. Je ne vais pas dans les détails. Mais ça, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient une notion d'introspection qui était de capitaliser sur nos savoir-faire, capitaliser sur ses actifs. Okay, on ne peut pas se diversifier totalement. C'est-à-dire, si vous êtes dans une filiale de la BNP Paribas et vous dites qu'on va créer une laiterie, voilà, c'est pas exactement ça. On est toujours à se diversifier, en fait, en recombinant de manière plus lourde des actifs qu'on a déjà ou en transformant le marché. Et du coup, en fait, quand on se diversifie dans l'acceptation habituelle, c'est ou la partie marché ou la partie technologie. Et juste un point sur la technologie, sur la partie qu'on a vue avant. C'est un point sur l'open innovation, parce qu'on en parle beaucoup. L'open innovation est intéressante quand elle vient compléter un asset technologique. Okay, on a un asset technologique très fort, on veut aller mettre sur un nouveau marché. Et bien dans ce cas-là, on peut utiliser une startup pour venir enrichir d'une brique innovante le mouvement qu'on est en train de faire. Par contre, quand on est en train de se diversifier, il ne faut surtout pas faire d'open innovation parce qu'on a besoin de maîtriser tous les assets. Si on commence à lancer quelque chose avec un partenariat, etc., où il faut rétribuer et tout, si on n'a pas envie de racheter la startup, si on ne peut pas racheter la startup à un moment ou à un autre, on va se retrouver à verser, à éroder sa marge, donc ça ne marchera jamais. Pareil, quand on est en train de proposer sa technologie, quand on est en train de créer une nouvelle technologie sur un marché qu'on maîtrise très bien, ça ne sert à rien d'aller obérer sa marge en allant chercher de la technologie auprès d'une startup. Ce serait contre-productif.
Du coup, si on veut résumer un peu ce quadrant, on voulait mettre un effet d'ancrage et avoir des termes forts. En termes de squatter un marché, c'est vraiment squatter un marché. La diversification, c'est vraiment fait différent. On est différent, aussi bien différent, je ne détaille pas. Et puis habiller la mariée, ça veut dire habiller la mariée, mais pas forcément comme une voiture volée. Aussi, on reste sur ses assets, on respecte ses clients. Et puis, voilà. Donc là-dessus, on est relativement clair. Je ne sais pas si Anne-Sophie, si tu veux rajouter un... En fait, à chaque fois, c'est de se projeter dans quelle situation on est. Est-ce qu'on veut avoir un gain de performance rapide et sans avoir à investir trop? Et bien, effectivement, on se retrouve plutôt dans la situation habillée à la mariée. Après, effectivement, si on se dit, mince, sur le plan historique, on se rend compte que les produits, les services qu'on a l'habitude de proposer, et ben, ils ne répondent plus aux demandes du marché. Et ben là, effectivement, c'est de les revoir avec une couche de technologie. Et après, effectivement, Sylvain a bien détaillé les 2 points du dessus. Du coup, on peut passer à la synthèse. Alors, quelques réflexes guides de survivalisme en temps de crise, mais pas que, qui sont aussi des réflexes à intégrer parce qu'on le voit bien, la crise peut venir très rapidement. Et en général, d'ailleurs, celle qui arrive, ce n'est pas celle qu'on a prédit. Donc, bon, sinon, ce n'est pas une crise, évidemment. C'est une crise très bien gérée. Voilà. Savoir ce qu'on est, cette notion d'introspection, de pouvoir avoir un diagnostic, on va dire, assez fin et surtout assez honnête de ce qu'on est ultra important. Savoir ses points forts, savoir ses points faibles, pas mettre sous la table les points faibles et sur un piédestal ses points forts, non, avoir une vue honnête et représentative de ce qu'on est dans l'entreprise ou dans son service, dans sa business unit. C'est extrêmement important. Et puis aussi avoir une vue de ce qu'est l'extérieur. Et ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est quelle est notre vision de l'environnement. Et cette vision, ça ne doit pas être que la sienne, de manière totalement, on va dire, consanguine. C'est-à-dire tout le monde pense la même chose. C'est intégrons aussi ce qu'on nous dit ailleurs, intégrons aussi ce qu'on pense de nous, intégrons aussi les gens qui, dans l'organisation, ne pensent pas comme les autres. Et essayons de voir quelle peut être en fait la vraie vision de ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est simple. Alors, je sais qu'on ne peut pas déjeuner, mais les déjeuners avec des gens qui sont dans l'écosystème, le rôle des pôles de compétitivité là-dessus est fondamental. Pouvoir rencontrer des gens, pouvoir échanger, pouvoir se faire une idée de ce qui va se passer, de ce qu'on est, de comment ils nous voient, c'est extrêmement important. Fréquenter ce genre d'événements, et puis après les cocktails, quand on pourra refaire des cocktails, c'est extrêmement important. C'est pas du temps perdu, sauf si on fait ça tous les soirs. Hein. Et à Paris, on peut faire ça tous les soirs. Mais aussi, je pense que on lit pas assez, ou on lit du Reader Digest, typiquement on lit du LinkedIn, mais on lit pas le HBR, ou on lit pas les publications, ou on lit pas les notes des grands cabinets, pas forcément pour nous, hein, mais on lit pas les notes de personnes qui ont vraiment des choses, prendre du temps pour lire des documents de typage plutôt qu'un post LinkedIn, ça me paraît intéressant. Et puis après, sur cette introspection, se dire, ok, mais il faut embarquer les gens. Ça ne sert à rien de vouloir embarquer, les tirer, pas les prendre par la main. En général, quand on dit on va embarquer les gens, c'est pas les prendre par la main, c'est les tirer par le bras. C'est utiliser l'empowerment, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie, quelle tendance ils voient, comment ils voient l'entreprise, quelle implication ils veulent avoir, de quels outils ils ont besoin. Et du coup, de faire passer des enquêtes, aujourd'hui, ça ne coûte rien, quoi. Il y en a des paquets. On appuie sur un bouton, ça part à toute l'organisation, et si on est 10 000, on a 500 réponses. Statistiquement, c'est intéressant. On va savoir un peu capitaliser sur ces choses-là, et puis aussi se réunir, et notamment pour les COMEX ou pour les managers, et puis pour des personnes qui sont en responsabilité, pouvoir avoir des modes, non pas pour prédire la crise, mais pour s'ouvrir l'esprit en disant si une crise arrive, ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant le Covid, par exemple? Qu'est-ce qu'on a bien fait dans le temps, prospectif? Qu'est-ce qu'on a mal fait dans le temps? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on aurait dû regarder? Et puis aussi prospectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous arriver? Et si, etc. Et les 2 heures qu'on passe, parce que ça peut se faire en 2 heures, les 2 heures qu'on passe à faire ça ne vont pas donner la solution, ce n'est pas l'objectif. Mais ils vont se dire, en fait, il y a peut-être un autre futur, ce qu'on appelle un signe noir. Tous les signes, les bestioles, tous les signes sont blancs.
les oiseaux, là, les gros oiseaux, tous les signes sont blancs, et puis un jour, on en voit un noir. Bah là, c'est de se dire, peut-être que parfois, il peut se passer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas prévisibles, qui ne sont pas prospectives. Et puis voilà, comment on réagit. Petite anecdote, quand on a fêté je sais plus, les 20 ans de la guerre du Golfe, quand Saddam Hussein a envahi l'Irak, le Koweït, il se trouve que BP, quelques jours ou mois avant, avait fait une espèce d'atelier de gestion de crise à destination des 4 dirigeants. Le scénario, c'était Saddam Hussein envahit le Koweït. Donc ça n'a pas donné la solution, ça n'a pas donné le plan, mais il y avait un potentiel, ça peut arriver. Donc déjà, on est moins surpris, on n'est pas sidéré, on n'est pas panique. Et puis, il y avait un bout de plan ou un truc sur lequel on peut se dire, OK, mais on avait pensé que, voilà, comment ça se combine. Donc, Sphinx, c'est le nom de logiciel d'enquête, stratégie digitale, analyse. Regardez aussi les cours de bourse, et notamment pas que en France, mais aussi en Chine, en Asie. La crise est différente là-bas en ce moment. Aux États-Unis, la crise est différente. En Angleterre, non. Je sors d'un call avec mes collègues anglais. Les pauvres sont pas du tout à l'aise. Donc voilà, s'ouvrir à l'extérieur, et puis dès que ça arrive, c'est être très entrepreneur, commencer avec ce qu'on a, co-construire, tester, aligner avec des besoins, embarquer et les collègues et les parties prenantes externes, de façon à ce que très rapidement, en temps de crise, on puisse avoir une porte de sortie et une solution. Je crois que nous en avons fini. Merci Anne-Sophie, merci Sylvain, c'était très intéressant. Alors, je pense que c'était très clair aussi, car on n'a pas de questions particulières des participants qui sont avec nous. Moi, j'avais une question, mais je pense que vous l'avez un peu répondu à la fin. C'était, voilà, on a parlé beaucoup de ce qu'on peut faire pendant une période de crise, mais je voulais savoir s'il y avait des actions à mettre en place afin de prévenir ces moments-là. Je pense que tu as présenté à la fin. Je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont pour les sépatrices. Merci Gisela. Il y a deux réponses. Il y a une réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la responsabilité du COMEX et de la direction de l'entreprise et d'avoir tout un tas de plans de continuité. J'ai le souvenir d'une crise l'été dernier chez les MMA, où a priori il n'y aurait pas forcément eu, cyberattaque, il n'y aurait pas eu tous les plans de continuité, et du coup les équipes étaient en train de gérer la crise avec WhatsApp. Donc, de manière très formelle, les COMEX doivent faire des plans de continuation d'activité, des plans de gestion de crise avec 2-3 aléas différents. Et ça, c'est géré de manière institutionnelle. Et puis après, il y a le mindset et la posture. Se dire, si la crise arrive, en fait, ne pas paniquer, ne pas être sidéré et chercher tout de suite une solution le plus rapidement possible. Parce que c'est celui qui sortira la meilleure solution le plus rapidement possible qui en sortira renforcé de la crise. Et Sophie, Non, moi je suis d'accord surtout sur l'esprit mindset, essayer de se projeter et puis quand ça arrive, ne pas se blâmer, mais plutôt essayer de se dire ok, capitalisons sur ce qu'on a et comment on peut l'utiliser de la meilleure manière. Et donc c'est ainsi que par exemple les restaurateurs se sont beaucoup tournés vers le click and collect pendant la crise Covid qu'on est en train de vivre, essayer de trouver les solutions qui peuvent exister et qui peuvent être rapidement activables. Et après, effectivement, si on a une vision qui est construite au plus long terme, ça permet de reconsidérer peut-être un plan stratégique qu'on avait laissé de côté pour l'instant parce que voilà, on se disait maintenant les gens ont envie d'être présents dans les magasins, dans les banques, etc. pour échanger, alors qu'en fait, finalement, avec une crise qui amène pas mal de contraintes, ces besoins-là sont revus. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, entre-temps, on a reçu 2 questions. Une qui vient de Hector, d'ailleurs, elle vient de l'Allemagne, qui nous écrit de l'Allemagne. Il nous demande la crise suivant dans la finance, ça vient de quelle direction? Je cherche ma boule de cristal. J'imagine. Ok. Et j'ai une deuxième question de Michel.
comment expliquez-vous les montants levés par les startups en ces moments de crise? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est systémique. Les fonds d'investissement collectent de l'argent auprès d'investisseurs étatiques, la BPI par exemple, met de l'argent dans les fonds d'investissement, des institutionnels, des banques, etc., mettent de l'argent dans les fonds d'investissement, des particuliers ou des fortunes qui placent leur argent, et du coup ça crée une collecte, et cette collecte elle doit être dépensée dans un temps imparti, et donc il y a de l'argent disponible à l'instant T. Donc ça veut dire que ces gens-là sont continués de faire leur activité qui est d'investir, tout simplement. Donc il y avait déjà une hausse de la collecte, si je me souviens bien, ou au moins des choses, un montant important d'argent à placer. Donc il se trouve que ces gens-là font leur métier, ils placent de l'argent dans les startups. Et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les startups. Merci Sylvain. Alors oui, il avait une question que je n'avais pas vue, voilà. Alors, Dani nous demande comment mettre en œuvre un management efficace et une capitalisation du capital immatériel dans les stratégies d'innovation en ces termes de changement des paradigmes et logiques sociales et économiques qui devraient durer jusqu'en 2025, selon Marc Alevi. Bon. Daniel, merci. 4 copies doubles, 4 heures, c'est ça? Non, c'est très complexe, très compliqué de répondre à une question comme ça. On l'a déjà abordé tout à l'heure avec cette notion d'empowerment, c'est-à-dire mobiliser les salariés, non pas les forcer. Alors, quand j'entends embarquement, c'est plutôt embrigadement, c'est pas l'objet. C'est comprendre ce qu'ils veulent, quelles sont leurs aspirations. Grosso modo, quels sont leurs... C'est vraiment la matrice d'empowerment, quoi. Quel sens ils veulent donner à leur métier, quel sens ils veulent donner, est-ce qu'ils sont prêts pour ça, donc le connaître, les entendre là-dessus, leur donner les moyens de résoudre ce sens et de les responsabiliser pour qu'ils puissent faire leur mission et être responsables de leur mission. Et puis ensuite, c'est aussi les former de façon à ce qu'ils grandissent par le travail. C'est-à-dire que je travaille dans le sens que j'ai envie de travailler, dans le sens que j'ai envie d'explorer, ou au moins en partie dans le sens que j'ai envie d'explorer. J'ai les outils, j'ai la responsabilité pour faire ça, et en même temps, je grandis par ça, parce que j'apprends de nouvelles choses. Nous, on a beaucoup de chance avec Anne-Sophie, c'est que tous les jours, on apprend quelque chose, même on apprend des dizaines de choses tous les jours, dans les méthodes, dans les secteurs d'activité, parce qu'on travaille dans tous les secteurs d'activité, auprès de gens. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance. Quand on est, c'est sûr, en back-office, dans une banque, ça peut être plus compliqué. Après, on peut aussi trouver son sens en dehors du travail, pas uniquement au travail. Anne-Sophie, je te laisse répondre avec peut-être un regard plus jeune et moins patriarcal que le mien. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aménager des créneaux un petit peu de travail où la prise de recul est permise. C'est-à-dire que très souvent, en fait, surtout dans les périodes de crise où on a une grosse quantité de travail, on se retrouve la tête dans l'eau et en fait, on n'a plus la capacité de prendre du recul. Et donc, en fait, c'est d'avoir instauré une sorte de rythme régulier où on peut se dire, attendez, lâchons ce qu'on est en train de faire, prenons du recul et en fait, c'est pour permettre de gagner en efficacité dans les actions qui vont venir par la suite. Et donc, c'est d'essayer de jouer avec ces niveaux il faut qu'on zoome de manière très précise pour pouvoir être très efficace dans la tâche qu'on fait, mais il faut aussi qu'on soit en mesure de prendre du recul pour donner du sens à l'ensemble et donc comprendre pourquoi effectivement ça c'est prioritaire, pourquoi est-ce que là-dessus il va falloir travailler de manière très concentrée pendant un tel laps de temps, et donc essayer de permettre en fait ces prises de recul. Je pense que ça c'est un point important. Merci, tout à fait d'accord. Merci Anne-Sophie. Et alors, une dernière question concernant les stratégies de propriété intellectuelle. Donc, quelle est la stratégie de propriété intellectuelle sur les innovations en termes de crise? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place pour vous, à votre avis? Oui. Il y a une stratégie sur les brevets et sur les assets de propriété intellectuelle qui sont déjà existants. C'est-à-dire quand on dépose un brevet, généralement pendant 20 ans, on en a l'exploitation, et donc tous les ans, on doit payer une charge d'entretien de brevet. Et ça représente un coût, surtout si on a un brevet qui est déposé sur plein de pays.
Donc, ça fait à chaque fois un montant qui peut être d'ailleurs à la fin représenter des millions ou des dizaines de millions d'euros pour les grandes entreprises. Donc déjà, il y a un premier temps de crise. Est-ce qu'on a besoin d'entretenir tous ces brevets? Est-ce qu'on va tous les utiliser? Est-ce que quelqu'un va tous les utiliser? Pas forcément. Il est peut-être occupé à faire autre chose. Donc déjà, on nettoie sa table de brevets de façon à pouvoir entretenir ce qui va générer de la valeur rapidement. Okay, voilà, première réaction. Deuxième réaction, les temps de la crise sont plus courts que ceux des brevets. Ça met du temps à être déposé. Un brevet, ça met en général 18 mois. Donc c'est compliqué de se dire qu'on ne va pas déposer. Après, de toute façon, un brevet, on peut le déposer que si l'innovation n'est pas dévoilée ou publiée. Donc peut-être que si l'objectif est de récupérer du cash le plus rapidement possible et d'avoir un espèce de mouvement un peu quick and dirty pour aller repositionner une technologie ou un truc comme ça, on ne va pas breveter, on ne va pas s'emmerder à ça, on va directement faire le mouvement et prendre son cash. Si c'est quelque chose de se dire on veut réorienter l'entreprise et stratégiquement on profite de la crise pour aller un peu squatter un nouveau marché avec une techno et on a juste besoin d'un peu tordre un brevet pour le poser sur ce truc-là, peut-être que là ça vaut le coup si on prévoit une exploitation future. Mais la stratégie, elle est est-ce que c'est vraiment de la réaction ou est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'on profite de la crise pour faire quelque chose pour le futur? Ou est-ce que c'est voilà, deux bras? Il y avait juste une question j'ai vu de Hector qui demandait tout à l'heure si peut-être que la crise suivante était d'où venait la crise suivante et qui demandait si ça venait de la cybersécurité. C'est une bonne question, surtout dans la finance. Une bonne question. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que la cybersécurité, c'est une stratégie du faible au fort. Donc ça ressemble au terrorisme. C'est du terrorisme digital, en fait. Okay, on n'attaque pas un pays encore, on met une bombe pas devant Tati rue de Rennes, on met une bombe dans les serveurs de Tati. C'est à peu près la même chose. Donc du coup, est-ce que ça peut faire une crise si ça devient massif et si un État veut prendre dans sa stratégie du terrorisme d'État? Alors oui, ça peut donner la prochaine crise. Mais si ça reste un peu comme le terrorisme qu'on avait avec les brigades rouges qui étaient financées en sous-main par le KGB, ça n'a pas fait une crise en tant que telle. Ça a fait de la nuisance terroriste, ça a fait des dégâts, mais ça n'a pas fait une guerre, si vous voulez, si on prend le même paradigme. Et oui, les brevets, oui, c'est inférieur à un enfant. Bon, je me remercie encore, Sylvain et Sophie, et à tous les participants de ces matinées. Et sachez à nouveau que la rediffusion sera disponible dès la fin de ce webinaire et sur la chaîne YouTube Finance Innovation. Donc, n'hésitez pas à la revoir si vous voulez revoir la présentation. Et bon, je remercie à tout le monde et je vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt. Très bonne journée, merci à vous. Au revoir. Au revoir.